22 avril 1945. En ce début de journée, les Russes se montrent plutôt conciliants face aux Wallons. Pendant quelques heures, les Bourguignons rescapés pourront enfin respirer. Mais le bataillon d'Erix a perdu une bonne partie de ses capacités au combat. La plus grande vigilance est maintenant de mise. Au cours de la nuit, les premières formations de T-34 russes franchissent l'Oder, tandis que les fantassins parviennent à enfoncer les positions de l'infanterie allemande. Il y a danger d'encerclement. J'en suis encore émue quand j'en parle parce que je connais encore leur nom. Je n'ai pas oublié leur nom, leur départ, leur joie de partir alors qu'ils allaient vraiment beaucoup souffrir. Ils ont dû supporter pendant 4 ans des 50 degrés au soleil et 50 degrés en dessous de zéro en hiver. Je sais que mon mari en a souffert. Il ne l'écrivait jamais, mais je m'en suis aperçue après. Les quelques 130 hommes doivent se replier progressivement de leur ancienne position dans les dunes de Neurosov. Il leur faut pourtant la protection d'une arrière-garde d'une vingtaine d'hommes. Cette fois, on a besoin de volontaires parmi les super volontaires du bataillon. Il faut à présent choisir 20 hommes qui vont montrer jusqu'au bout leur courage et leur fidélité lorsque tout est perdu pour le camp qu'ils ont choisi. Les officiers indemnes sont les premiers à se présenter pour cette mission de sacrifice. Les 3 premiers sont 3 anciens des serments de la jeunesse, partis ensemble le 10 mars 1942. Roland de Vresse, Roger Gondry et Hector Landucci. Se joignent à ces jeunes officiers le lieutenant Albardier, les sergents Valmaderen et Bayard, suivis d'une douzaine de Bourguignons résolus. Au moment où le petit groupe va quitter les bois de Pommelen, un officier se présente auprès du responsable de cette mission, le lieutenant Paco, un ami avec qui il a combattu dans le Caucase. Il est arrivé au front la veille en compagnie des lieutenants Charles Généret, Paul Schreiber et Roger de Goï. Sur la route, entre le QG de Grelle à Broussov et Pommelen, il fut légèrement blessé dans un accident de voiture. Il se porte volontaire, lui aussi. C'est le lieutenant Albert Verpoorten, chef d'état-major de la jeunesse légionnaire. Sa réputation de journaliste de talent au sein de la Légion l'a déjà précédé. Le lieutenant Paco lui signifie que le groupe est complet et que sa participation n'est pas nécessaire. Il y a trop de risques et de plus, il est père de 4 enfants. Mais le lieutenant Verpoorten insiste. Et il a gain de cause. Ils seront désormais 22.
Le 23 avril, vers 8 heures du matin, le petit groupe reprend la route empruntée la veille. Ils rejoignent le dispositif de combat à Neuressov, où le lieutenant Gustave Pacaud a reçu l'ordre de se mettre à la disposition du capitaine allemand qui commande l'ultime défense. Je dis, et tu mets une couronne de lierre ou un sapin, qui est symbole d'éternité. Et c'est ce qu'il a fait. Je dis, vous voyez que l'idéal peut se répercuter d'une génération à l'autre. Je crois que c'est sûrement pas facile de donner sa vie, mais à cet âge-là, on est capable de le faire. Pourtant, il y a eu des officiers de 35 et 40 ans de l'armée belge qui sont venus à la Légion aussi, qui sont devenus de très bons officiers. Et d'autres le sont devenus pendant la guerre. Les Soviétiques veulent abattre l'Allemagne nazie en s'emparant de sa capitale. Pour cela, il faut, avant de poursuivre la route vers Berlin, atteindre les rives occidentales de l'Oder. The Germans knew by themselves that when the Russians will cross the Oder, the war is over, definitely. So everyone of the 3rd Tank Army, which was subordinated to this area, knew that all their positions, the trenches, the bunkers, the MG positions, everything. Like it's anywhere in the last days of a big Reich, you don't have the power, you don't have the soldiers, and mainly if you have soldiers, they are too young or too old, because the normal warriors of the Third Reich were already dead and lying in Stalingrad or nearby Moscow. So on the paper you have a strength, but in a normal way it's not a very strong force you have. Le groupe reçoit l'ordre de créer une ligne de défense afin de permettre la retraite des autres légionnaires. Conscients qu'ils auront à affronter avec une vingtaine de volontaires des milliers de soviétiques, ils préparent leur défense, notamment en utilisant certains trous d'obus et des positions qu'ils avaient occupées les jours des précédents combats. La tension est extrême. Ils savent que leur armement ne représente plus grand-chose face à l'artillerie et aux chars soviétiques, qui n'hésiteront pas à les prendre pour cible pour que leur armée puisse franchir l'Oder, qui n'est plus qu'à 1 kilomètre. L'attaque russe est imminente. Il faut faire vite. Une attaque surprise est toujours possible. Die Gegenangriffe zwischen dem 21. und 23. April der Wehrmacht gewannen teilweise an Boden. Dennoch bestand das Problem darin, dass die Rote Armee nicht geschlagen werden konnte. Der Brückenkopf konnte nicht vernichtet werden. Damit wurde die deutsche Seite stets schwächer und die sowjetische Seite immer stärker, mit Stunde um Stunde. Als letzte Reserven wurden unter anderem belgische, also flämische und wallonische Freiwillige eingesetzt, die die Aufgabe hatten, den betreffenden Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, letztendlich zu verteidigen und den Rückzug der deutschen Truppen, die hier noch standen, einzuleiten. Hier noch zu verteidigen, macht theoretisch keinen Sinn. Für die Wallonen allerdings muss man sagen, oder für die Flamen ebenfalls, gilt natürlich, dass jeder Tag, den sie hier gekämpft haben,
ein Tag in Freiheit bedeutete, weil sie waren in ihren Heimatländern zum Teil zum Tode verurteilt. Würden sie den Kampf hier aufgeben, wäre das in gewissem Sinne ein Todesurteil für die Soldaten gewesen. Und von daher kann man das vielleicht in gewisser Weise verstehen, warum gerade bis zuletzt die ausländischen Einheiten hier kämpften. 23 avril 1945. La veille, les fantassins russes ont progressé, mais ils sont certainement embusqués. C'est trop calme. Voici les premiers morts et blessés de cette journée. Au loin, des bruits inquiétants de chars se font entendre et l'artillerie bombarde déjà les positions allemandes. L'étau se resserre, grâce notamment au redoutable T-34. Soudain, les troupes russes donnent l'assaut. Le bombardement est très violent. Les volontaires ripostent comme ils peuvent et une partie tente de se dégager de la zone. Mais le nombre de Russes et leur puissance de feu sont de loin supérieurs. Dans un trou d'obus, situé à moins de 1500 mètres de la ligne de front, Albert Verpoorten, son ami Gustave Paco et un autre légionnaire résistent tant bien que mal au feu nourri et au bombardement des soviétiques. Puis, une déflagration va marquer définitivement leur destin et la fin de leur combat sur l'Oder. À l'arrière, le poste de commandement allemand rend les armes. They knew they took prisoners from the Flemish side, from the Walloon side. They were really good informed about the strength, about the units, about everything. And on the 23rd of April, they're advancing, let me say, the last time in this area, because at the evening of the 23rd, they took all these positions they need to have to advance into the middle of northern Germany. So, and that was, at this day, the fightings in northern Germany were at the end because the Russians got their finish everywhere. Les Russes poursuivent leur progression. Le lieutenant Verpoorten est atteint gravement au bras et à l'épaule.
Il a aussi une sérieuse blessure à la tête, mais il est toujours vivant. Un de ses camarades a eu moins de chance et l'autre va mourir. Tout semble calme autour de lui. Mais il perd beaucoup de sang et finalement il perd connaissance. Combien de temps est-il resté comme cela, agonisant? Les recherches faites par son fils apporteront une réponse. Près de 70 ans plus tard, le fils du lieutenant Verpoorten est là. Il foule la même terre et respire le même air. Il aimerait tant entendre un son, un bruissement, un signal. Curieusement, c'est à la lecture d'un livre qu'il a ressenti le désir de retrouver son père. La publication de ce livre en Belgique, tout particulièrement, a quand même une certaine influence sur le public dans la mesure où il s'agissait bien entendu du prix Goncourt. Le fait que lui s'intéresse tout à fait particulièrement à ces quelques légionnaires qui sont partis au front de l'Est, c'était quand même important. C'est également dans le chef des petits-enfants de mon père, si on veut, donc les enfants de mes sœurs, déclenché une curiosité. Et ils se sont dit, tiens, ils avaient entendu parler précisément des activités de mon père pendant la guerre, et sans trop s'intéresser outre mesure, le fait que ce livre y faisait allusion dans différentes pages, les a poussés à en savoir un peu plus. Ceci, bien entendu, nous a incités à nous réunir, je dirais presque en conseil de famille, pour nous décider, une fois pour toutes, à entreprendre ces recherches, qui devaient, de toute façon, prendre un temps quand même important. Sur base des écrits qu'on a pu de nouveau rassembler, des recherches que nous avons de nouveau effectuées, on s'est dit, nous allons nous rendre sur place et voir si sur place, il serait possible d'avoir des éléments qui nous fassent retrouver soit de la dépouille, soit des tombes, soit des renseignements pour savoir exactement ce qu'il était advenu. Nous sommes partis à ce sujet-là sur un document qui est le document qui a été à la base en fait de la déclaration officielle de la mort de mon père. Un document qui a servi à ma mère à avoir un jugement du tribunal comme quoi mon père n'était pas disparu, mais était effectivement décédé. Très important pour une personne après la guerre d'avoir un document de ce genre. D'autant plus qu'à l'époque, dans le chaos qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et la recherche des disparus, il n'était pas facile de donner aux gens le statut, en tout cas aux veuves de guerre, un statut de veuve de guerre aussi longtemps qu'il n'y avait pas la preuve formelle de la mort de leur mari. Ce document a été rédigé en prison par le major Derricks de la Légion Wallonie. Ce document est en fait un témoignage qu'il a donné à mon oncle, qui lui était ecclésiastique, curé, et qui s'est vraiment donné la peine, a fait des recherches et a obtenu l'autorisation de rendre visite à plusieurs légionnaires, à plusieurs anciens combattants de ce combat de 1945, des amis de mon père,
pour savoir exactement les circonstances dans lesquelles mon père avait soit été blessé, soit avait été tué ou était disparu, puisqu'à l'époque, on n'en savait absolument rien. Il s'est avéré que le témoignage du major Derricks ne reflétait en aucun cas la véracité des faits. Il était même douteux qu'il ait assisté à la mort du lieutenant Verpoorten. Le témoignage de Gustave Pacaud le confirmera. La guerre se termine enfin. L'Europe tente de se redresser. Le curé Fernand Verpoorten est toujours à la recherche de son frère. Il désire aider l'épouse de celui-ci. Au cours de ses recherches, il rencontre à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles le lieutenant Gustave Pacaud, un témoin capital. Celui-ci lui raconte les derniers instants passés dans la tranchée en compagnie de son camarade Albert Verpoorten, avant que l'obus n'explose. Dans le trou, un cratère d'obus ou de bombe, nous sommes trois. Verpoorten et un petit gars qui me servait d'estafette. Soudain, juste derrière nous, il y a une explosion. Un son aigu, strident me transperce les tympans. Mon visage repose à même la paroi du trou et je me dis « Gustave, tu vas avoir une belle mort ». Le sifflement prend fin. Je me dis alors que ce n'est pas encore fini. J'ouvre les yeux et je vois tout contre moi le petit gars endormi pour toujours. Je ressens toutes sortes de douleurs diffuses. J'ai l'impression que mon bras gauche se dérobe, il est inerte. Ça dure 10 secondes. J'entends alors gémir Verpoorten. « Gustave, mon bras, mon bras !» Bien que gravement blessé, Pacaud réussit à se hisser hors du trou pour aller chercher de l'aide. À ce moment, Albert Verpoorten est toujours vivant. C'est le récit du lieutenant Pacaud qui sera l'origine de plusieurs livres, dont celui de Léon de Grelle. Celui-ci, ajoutant encore à la confusion, déforme les propos de Pacaud. Il écrit « Le lieutenant Verpoorten, jeune écrivain plein de dynamisme et d'humour, fut stoppé net dans son élan. Il avait le front ouvert, mais il ne s'était pas rendu compte de la gravité de ses blessures. Il voulut s'éponger. « Je n'ai plus de bras », lança-t-il dans un cri d'épouvante. Puis il s'écroula. Les rives de l'Oder. C'est dans ce paysage calme et serein qu'en avril 1945, plus de 2 millions de soldats russes lancèrent l'assaut final contre Berlin, à une centaine de kilomètres à l'ouest. Fernand Kayser-Gruber fait partie des volontaires wallons qui se sont jetés avec acharnement au cœur de la tourmente. Fernand Kayser-Gruber, comme beaucoup d'autres légionnaires encore en vie, se bat jusqu'au moment où, fuyant l'avancée soviétique, il se rend aux troupes américaines. Il sera condamné à mort, puis emprisonné pendant plusieurs années en Belgique. Je me souviens que mon dernier combat, c'est Schönwerder. Et je me souviens, c'était bon hiver, la moitié du village était occupée par les nôtres, l'autre moitié par les Russes. On avait en face de nous
j'ai vu ça dans les archives après. L'adversaire était 10 fois supérieur, nous étions 1 contre 10, et à un moment donné 1 contre 15. 1 contre 15 à un moment donné. Oui, c'était... Là, on avait cru, à Schönwerder, j'ai cru que c'était mon dernier combat, ça. Ça, j'ai cru que c'était la fin, ça. Ah, ça, il faut tenir, tenir, tenir. Hein. Il n'y avait rien d'autre à faire, il fallait tenir le plus longtemps possible. Et je pense que la plupart se sont dit qu'on allait terminer notre chemin là-bas. Hein. Ça, je pense. Hein. Ja, wir glaubten doch, und man hat, ja, die Wunder, an die Wunderwaffe glaubten wir doch, alle, Ja. auch die Soldaten, sonst hätten die nicht mehr gekämpft. Ja. Erwin Kieselbach habite à la frontière germano-polonaise à Broussow. Comme beaucoup de garçons de son âge, il est membre des jeunesses hitlériennes. Plus tard, il rejoint une unité anti-char. Il était là quand Léon de Grelle a emménagé dans le château de Broussow, qui servait de QG temporaire. Die Russen kamen im Februar bis an die Oder. Ja. Das ging sehr schnell, die Front ist da ruckzuck zusammengebrochen. Ja. Nicht? Die hatten ja wohl nie mit gerechnet, dass da noch der Russe so eine Angriffstruppe in Bewegung bringen konnte. Und nur standen die an der Oder und um Haaresbreite hätten sie auch bei Schwedt die Oder überstanden. Nicht? Da hat man den Panzer noch abschießen können und sie wollten die Oderbrücken in Schwedt nicht, noch besetzen. Grâce à Internet et à une panoplie d'outils informatiques mis à sa disposition, Charles Verpoorten lance ses recherches. Premier objectif, localiser l'endroit exact où s'est déroulé le dernier combat de son père. Après la guerre, malgré le changement de nom des différents villages allemands en polonais, il parvient à localiser l'endroit. Il s'y rend alors en compagnie de ses sœurs. Toujours persuadé que son père est mort là, notamment sur base du témoignage de Derricks et du livre de De Grelle, ils entreprennent la visite des innombrables petits cimetières des villages environnants. À première vue, cela semble être le meilleur moyen. Derricks n'avait-il pas écrit « Le corps du lieutenant est resté sur le terrain et a été vraisemblablement inhumé par la population de Neurosov ». À une soixantaine de kilomètres du champ de bataille, le cimetière de Glina, en Pologne. Ce cimetière est réservé aux milliers de soldats allemands morts sur le territoire polonais. Encore aujourd'hui, les restes des soldats découverts en Pologne y sont enterrés. Quelle ne fut pas leur surprise de lire le nom de leur père dans les registres de cet immense cimetière. Mais l'euphorie est de courte durée. La Croix-Rouge allemande a simplement fait inscrire son nom dans le registre en raison d'une mort supposée en Pologne. Nous avons quand même, avant de partir, pris des contacts avec des gens qui pouvaient encore nous fournir d'autres renseignements pour être plus à même de situer l'endroit. Parce que bon, une ville ne suffit pas, le nom d'un village ne suffit pas, encore faudrait-il savoir quel est l'endroit, le terrain, dans quel état est-il, est-ce qu'il y a eu des constructions, est-ce qu'il y a des cimetières aux alentours. Donc nous avons contacté différentes personnalités qui ont plus ou moins joué un rôle, à savoir des Flamands qui ont combattu au même moment, dont certains sont encore survivants. Tone Pauli
est l'un des rares survivants. Il était membre de la division de volontaires flamands Langemarck. Ce corps a combattu aux côtés des Wallons en Poméranie et sur le front de l'Oder jusqu'à l'inévitable défaite dans les derniers jours d'avril 1945. Tone Pauli y fut blessé et évacué un jour à peine avant Albertverporten. Chaque année, il se rend sur place pour rendre hommage à ses compagnons de combat. C'est à son initiative que des stèles mortuaires ont été érigées à l'endroit où sont morts plusieurs Flamands. Aber wir sind als Flamen erst am 21. morgens, nachts 2021 sind wir in Stellung gefahren und dann am 21. waren wir da noch an der Oder und am 22. waren wir in Schöningen. Aber seitdem haben wir die Wallonen haben wir nur zusammengekämpft, das war vor Arnswalde. Nachher haben wir die nicht mehr gesehen. Genau neben uns gelegen haben, neben der Infanterie. Wir haben auch die Angriffe von den Flamen gesehen, die haben versucht, die Inseln, die noch in der Oder sind, haben die zu besetzen oder einzunehmen. Nur die wussten nicht, dass die Russen schon drauf waren. Also die sind meistens da geblieben. Außerdem, die fuhren zu den Inseln mit Schlauchbooten. Ja, wenn einer mit MG-Farbe in den Schlauchboot kommt, dann ist er sofort weg. Und dann war die Strömung, die ist ziemlich stark hier von der Oder. Also die meisten sind da umgekommen. Nous avons eu l'avantage de prendre contact et de rencontrer Eddie de Bruyne, qui est un historien et écrivain belge qui s'est fort spécialisé dans la collaboration, dans la guerre, et qui pendant plus d'une vingtaine d'années a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et a rencontré en son temps, ce qui était très important, les gens lors de leur vivant, je dirais, ce que nous n'avions malheureusement plus l'occasion de faire. C'est avec passion qu'Eddie de Bruyne a accepté de participer de près aux recherches entreprises par le fils d'Albertverporten sur les terres et dans les régions qui furent les témoins de son dernier combat. The Walloons coming from Neurozow over there on the left were progressing in that direction to the village Schillersdorf, which is just behind those trees here, and progressed almost till the very beginning of the village, but were not able and couldn't succeed in taking it. L'Oder constitue aujourd'hui presque 190 km de frontière naturelle entre la Pologne et l'Allemagne. Fin janvier 1945, l'armée rouge a déjà atteint les rives de l'Oder et commence les préparatifs pour le traverser. Hier von Neurozow entschied sich quasi der Kampf um die Brückenköpfe hier an der Oder. Wie wir sehen können, es ist ein offenes Land. Viele natürliche Hindernisse gibt es hier nicht, um Verteidigungsstellung einzunehmen. Bis hierhin machte es möglicherweise sogar noch Sinn zu verteidigen. Nach der Einnahme von Neurozow war der norddeutsche Raum quasi offen für russische Panzerkräfte. C'est au mois d'avril que les généraux russes planifient l'ultime offensive contre l'Allemagne. By mid-April 1945, Marshal Zhukov's armies crossed the Oder River, which is here, and rushed towards Berlin in that direction. Among the German troops that were opposing them was the Walloon Division, headed by Léon de Grelle. And due to permanent engagement on the front line since February 45, this unit had been reduced to the size of a single combat group known as Kampfgruppe Derricks, after the name of its commander, Captain Henry Derricks. That unit had been involved in very fierce counterattacks on Schillersdorf, which is on my right here, just over the hills over there. And these from April 20th till to the 23rd. And these attacks having failed, they retreated, leaving behind 22 volunteers to cover the retreat. From those 22 volunteers, only 4 were to survive.
So nowadays we're trying to discover the remains of those 16 volunteers, and more particularly the remains of one balloon officer. Der Linie etwa 1000 bis 1500 Meter von uns, von diesem Punkt hier entfernt, in einzelnen Ein-Mann-Löchern eingesetzt wurden, um den russischen Vormarsch an dieser Stelle in gewissem Sinne aufzuhalten, beziehungsweise der Roten Armee zu zeigen, dass hier immer noch gekämpft wird, obwohl die Kampfeinheiten längst verschwunden waren. En dehors de M. De Bruyne, nous avons aussi essayé de contacter des personnes dont le nom figurait sur le document du major Derricks. Il était question d'un Bayard, un soldat nommé Bayard qui était sergent, qui avait perdu un œil dans le Caucase en 1942. Et Derricks prétend dans son témoignage que Bayard était envoyé sur place pour recueillir les effets personnels de mon père et les ramener, Dieu sait où, à l'unité, l'état-major, Dieu sait où. Il était donc important pour nous de voir dans quelle mesure on ne pouvait pas retrouver le Bayard en question. Bruxelles, le palais de justice et ses innombrables archives. Pour Charles Verpoorten, il s'agit à présent de trouver puis d'étudier et de décortiquer les dossiers concernant Georges Bayard. C'est lui qui aurait ramené les papiers et objets personnels et par conséquent vu son père mort. Mais en Belgique, comme partout ailleurs, une procédure judiciaire s'avère souvent longue et difficile, car la bureaucratie fait souvent obstacle, surtout quand il s'agit de fouiller dans une des périodes sombres de l'occupation allemande. Il se fait que il a disparu. Il a disparu tout simplement. Les ayants droit, comme ils disent, nous ont tout simplement confirmé qu'effectivement, que leur arrière-oncle, un certain Bayard, était effectivement allé là-bas se battre, mais on ne savait rien de plus que cela. On s'est dit, on verra bien, nous allons essayer d'avoir son dossier répressif au palais de justice, à l'auditorat militaire, pour en savoir plus long, parce qu'il est quand même important, c'est apparemment l'homme qui aurait récupéré les affaires personnelles de mon père, et qui sait, il les a peut-être gardées, il est peut-être vivant, il les a peut-être données à ses parents. Toutes les options toujours s'offraient à nous dans ce domaine-là. Nous voici en Pologne. Dans un immense champ de blé séparant les villages de Neurosov et Schillersdorf, nom qu'ils portaient pendant la guerre lorsque cette partie de la Pologne était allemande. Il s'agit des champs de bataille où, en avril 1945, les troupes allemandes en retraite ainsi que des Wallons ont mené leur dernier combat contre la puissance de feu de l'armée soviétique. Ces deux hommes recherchent aussi des indices. Ils ont rejoint Charles Verpoorten dans sa quête. Trouver le trou d'obus dans lequel son père avait pris position le 23 avril 1945. German container for gas mask. All what is left of the fighting in 45. This is belt, but this is a piece of special equipment for carrying all the tools of the gas mask and bread bag. German 4 cm automatic anti-aircraft gun. So this is from Thyssen company, because Thyssen was the commander of a heavy company with anti-aircraft guns. Piotr Brzezinski est un historien et chercheur polonais. Il s'intéresse particulièrement aux volontaires étrangers qui combattaient aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Piotr connaissait le récit du dernier combat des 22 volontaires wallons, car il avait rassemblé plusieurs écrits et témoignages, dont certains provenant de sources soviétiques. Le nom d'Albert Verpoorten lui était familier. Il a également passé beaucoup de temps à rechercher des soldats russes tombés en territoire polonais. It's much easier to talk as a partner with officials, with institutions, when you are also an institution, even a small one, but institution, a kind of society. We always search basing on very strict information from veterans, from sources, from letters, from families, and from people who
are older and have been living here since the war. We cooperate with Volksbund, and Volksbund has no possibility to be everywhere in 1,000 small places, and we are a kind of support. We search here, they search somewhere else. La découverte de restes de soldats allemands et russes éparpillés sur les anciens champs de bataille autour de l'Oder lui ont fourni de précieuses informations. Elles sont tant d'ordre militaire que tactique et concernent les phases finales de la Deuxième Guerre mondiale. Andrzej Ossowski est médecin légiste. Dans son laboratoire de Stettin, il effectue des analyses ADN. Des prélèvements sur les squelettes sont effectués afin d'aider à l'identification de soldats retrouvés dans les anciens champs de bataille, ou bien ceux enterrés dans des fosses communes. Okay, when we have some piece of bone from exhumation, first we must clean it. We must take out this outside parts. Then we cut it, and then we frozen it and make a powder from this bone and isolate DNA. We use special techniques to isolate nucleus DNA, isolation it needs 2 or 3 weeks sometimes. Normally, when we isolate DNA from fresh material, we need 2 hours, 3 hours. And for so old material like this, we need sometimes weeks to isolate DNA, to find it, and to find DNA in good condition, which we can use for amplification, and then which we can these results compare with families. Par pure coïncidence, le terrain n'est pas inconnu de Piotr Brzezinski. Il s'intéresse à cet épisode militaire et historique de son pays et à la dernière bataille d'avril 1945. Il y a d'ailleurs effectué des recherches sur place auparavant. Il est pressé de montrer quelques endroits intéressants à Charles Verpoorten et de lui faire part de ses récentes découvertes. Here under this tree, this small tree, we found 2 soldiers lying, one on the other. Some meters further there was another one, some meters further another one. So many, but that's also much possible that your father is somewhere here. But without metal equipment, it's maybe not hopeless, but difficult. Yes, good word. Ayant déjà fait des fouilles sur certains endroits, ils ont eu l'occasion d'ailleurs d'identifier un Wallon dont ils avaient retrouvé le squelette et dont ils avaient retrouvé une médaille qui était la Croix de Bourgogne, qu'ils ont transmis en Belgique et où, grâce à la collaboration de M. Lebrun, qui avait la liste dans ses archives, ils ont pu identifier la personne qui était morte, qui d'ailleurs était un ami de mon père. Ça me laissait naturellement tout espoir d'arriver et d'aboutir à retrouver ce que je cherchais. I'm going to show you where the command post was of the command of the battalion Kampfgruppe Henry Derricks, but we are not sure. We just suspect that this is the very spot from where he commanded his 4 companies, which were attacking again in that direction to Schillersdorf. So this is the place where we are going to dig up with the hope to find some remains. Nous avons convenu d'organiser une série de fouilles sur place avec tout le matériel nécessaire pour arriver à plus ou moins définir l'endroit
et espérer bien entendu retrouver d'autres squelettes et éventuellement celui de mon père. Il suffisait d'avoir l'autorisation du fermier, il s'agissait d'un fermier qui exploitait ce champ de blé, l'immense champ de blé, et bien entendu de définir une date lors de laquelle on ne risquait pas d'avoir un sol gelé pour faciliter ce genre d'excavation. Le nombre des chercheurs ne cesse de croître. Cette fois, c'est la VBGO qui vient grossir les rangs des effectifs sur le terrain. La VBGO est une association allemande spécialisée dans la recherche des restes de soldats de toute nationalité morts sur le front de l'Est. C'est une association humanitaire constituée de bénévoles sans aucune appartenance politique ni idéologique. We are searching on the former battlefield. There was some bridgehead here west of the Oder, and the Soviet troops came to the village named Schillersdorf, and the Wallonish and Flemish troops try to push them back east to the Oder, and a lot of them fell. There were very heavy losses and incredible losses on both sides, on Soviet sides as well, on German and Wallonish side. So a lot of these soldiers are still lying on the battlefield. They are unknown somewhere, as we saw in foxholes, in trenches, in bunkers, everywhere. No one took them. And so we tried to find them. We tried to recover them. We tried to give them peace on the cemetery, and we try to give the names back to inform the family, because it's very hard for a family, even 60 years later, not to know where the parents are buried, where the father is buried, and what happened. So this we try to solve. Les fouilles démarrent. La tension et l'émotion sont perceptibles sur les visages. Le moindre indice mis à jour est un sujet d'interrogation et d'espoir. So far we found a piece of trench that is going to the commanding post of Captain Derricks, who commanded the battle group during these days in 45. And on the bottom of the trench there is a lot of material lost by the soldiers who were retreating, dropped simply before retreat. And on that we can tell what was happening here, and also not only material, because we found a skeleton of a fallen soldier, and friends from Germany, from VBGO organization, now they are starting to check how the body is located, what is the position of the body, and how to excavate it and open it like archaeologists do. Ist gut lesbar, eine ganze Erkennungsmarke. SS Grenadier Ersatzbataillon Ost, Stammkompanie, persönliche Nummer 5651. We're really happy. Es ist immer sehr schwierig, eine ganze Erkennungsmarke zu finden. In diesem Zustand, das ist immer ein Glück. Wir hatten ein bisschen Aluminium, eloxiertes Aluminium unter dem Kopf. Wir hatten schon die Vermutung, dass die Erkennungsmarke dort war. Aber zum Glück war es nicht so. Finally, we found here remains of a fallen German soldier. I mean, it's
this volunteer from Belgium, from Wallonian Brigade. And this is what we hope. This is why I am so happy, because it's quite unusual to get to the field and to prepare so big group and action and then find something, because it's not so easy from my experience for years. It's that very seldom. It takes sometimes months to find a place, to find a dead soldier, and then to excavate it and bring the identity, to find the recognition mark, and then to identify him via archives and so on, papers. So this is why I am especially happy, and also because we are here together with Mr. Verpoorten and the relatives of the soldiers who are missing here and never came back from the war. Il s'agit finalement d'un volontaire flamand de la division Langemarck. Cette carte de vœux en néerlandais le confirme. De retour à Bruxelles. N'ayant pas trouvé trace de la dépouille de son père lors des fouilles, Charles Verpoorten se rend à nouveau aux archives. Finalement, il reçoit l'autorisation de consulter les dossiers d'enquête établis par la justice militaire relatifs aux anciens légionnaires, dont celui de son père. Il espère ainsi trouver d'autres indices pour poursuivre ses recherches. Lorsque j'ai eu accès aux archives de mon père, là, j'ai trouvé un certain nombre d'éléments qui semblaient confirmer qu'effectivement, il était mort et qu'effectivement, Bayard ou quelqu'un d'autre avait ramené les derniers objets ou les objets qu'il avait sur lui lorsqu'il était mort. Donc, il se trouvait dans le dossier répressif de mon père 2 grandes enveloppes avec des objets. Un peigne, un petit miroir, un briquet. Mon père fumait beaucoup. Des photos de famille, des timbres de ravitaillement, de l'argent, bien entendu. Et en plus, il est indiqué dans le dossier répressif que parmi les objets énumérés se trouvait une plaque avec un numéro 9020 et vraisemblablement SS sur la plaque. La plaque n'y était plus. C'est clair que quelqu'un avait subtilisé la plaque au palais de justice ou l'éditeur. Certains documents attirent son attention de par leur origine. Il décide de remonter jusqu'aux sources. Il se rend dans d'autres salles d'archives, dont celle des Archives générales du Royaume et à l'ancien ministère de la Reconstruction. Il y a là des milliers de documents à étudier, des kilomètres de rayonnage à parcourir. Là aussi, il retrouve des pièces qui relatent la collaboration de son père et son rôle pendant l'occupation. Ma plus grande crainte, bien entendu, était de retrouver dans ce dossier répressif des faits, des reproches, des éléments, des preuves, des accusations que mon père avait participé d'une manière ou d'une autre à des actions répressives, à des assassinats, puisqu'il y avait énormément, il ne faut pas l'oublier, il y avait parmi les Wallons, parmi les SS, parmi les Flamands, parmi les collaborateurs, des gens qui se sont rendus coupables de faits tout à fait répréhensibles, des crimes qui ont d'ailleurs, à juste titre, été fusillés après la guerre. La seule chose qui lui était reprochée, bien entendu, c'était d'avoir porté des armes contre la Belgique et ses alliés, puisque c'est l'Union soviétique,
et d'avoir, comme ils disent, ébranlé la foi patriotique, avoir entraîné des jeunes, malheureusement, avoir entraîné des jeunes aussi dans son idéologie, hein, d'avoir collaboré avec l'ennemi, d'avoir porté l'uniforme ennemi, tout ça, pas de problème. Mais aucun dossier, à part le combat contre le bolchevisme qui était son idéal, on n'a rien trouvé. C'était quand même une chose d'important. Les visites aux archives se succèdent. Et c'est finalement aux archives du ministère de la Reconstruction que, coup de théâtre, il déniche un document qui s'avérera capital pour la suite des recherches et qui remet en cause la mort de son père. C'est un morceau de carton recto verso, inscrit en allemand et portant le nom de son père. Il s'agit d'une carte médicale que l'on complétait lorsqu'un soldat blessé était admis dans un poste de secours situé non loin des premières lignes de combat. Ce carton était attaché au corps du blessé. On y inscrivait notamment le nom, le grade, l'heure d'admission au poste de secours, la nature des blessures, ainsi que les médicaments et traitements administrés. Le problème, c'est que au recto du carton, il est indiqué qu'il doit être envoyé d'urgence sur un brancard à ce qu'ils appellent un HVP, un Aufwärmplatz, qui est en fait un hôpital de campagne qui se trouve, les HVP se situaient à portée de canon, je dirais, vraiment tout près du front. Et de là, en général, on donnait les premiers soins. Ils n'avaient pas toute l'infrastructure nécessaire pour faire des transfusions sanguines, des amputations et tout ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Donc de là, on décidait de les envoyer soit par train sanitaire, par voiture sanitaire ou par tout autre moyen, vers des hôpitaux qui étaient à l'arrière du front où ils étaient pris en main. Donc, nous avons tout essayé pour savoir naturellement où se trouvait ce HVP. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé ce carton médical accroché à une feuille avec le nom d'un hôpital qui se situait à Neubrandenburg, à 150 km de l'endroit où il était censé être mort, il n'était plus mort à l'endroit où il était censé être mort. Il devenait clair qu'il y avait manifestement toute autre version des faits, que les choses s'étaient passées totalement autrement. De là, reprendre les choses à zéro, revoir les gens avec qui nous avons fait toute notre enquête pour savoir exactement où il était mort. Well, it must be mentioned that as far as evacuations were concerned, priority was given to the officers because they were needed at the front line. So the evacuation of Albert Verpoorten is more than a probability. Leider gibt es darüber nicht eindeutige Hinweise, weil die wallonischen Einheiten sich zu dem Zeitpunkt zurückgezogen hatten und Albert Verpoorten mehr oder weniger alleine in seinem Stellungsloch verblieben sein muss, schwer verwundet. The Krankenzettel here was attached to another document we found in the archives, the Belgian archives, and who put us on the trail of the hospital, the main hospital in Neubrandenburg, which was the military hospital of the 3rd Panzer Army. Most probably the place where Albert Verpoorten was evacuated, especially when we take into account that another officer of the Division Wallonie, who had been wounded on the 27th of April, 3 days or 4 days later than Albert Verpoorten. That officer, Count de Bakker de Réville, which is an assumed identity, was reported killed in action on the 27th, so later than Verpoorten. Tout semble donc indiquer qu'il aurait été évacué vers cet hôpital, situé à une centaine de kilomètres de Neurosov, fait que l'on n'a jamais mentionné tout au long de l'enquête. Toutes les recherches se sont focalisées sur la découverte de cet hôpital et d'un cimetière proche où auraient été enterrés les morts de cet hôpital. Mais il n'existe aucune référence pour localiser exactement cet endroit.
Meine Theorie ist nun, dass zwischen dem Fallen von Neuroso und seiner Verwundung eine andere Einheit in dieser Gegend gewesen sein muss. Es gibt Hinweise darauf, dass es ein deutsches Polizeiregiment gewesen sein muss, das hier in diesem Raum noch kämpfte, was bis zum 23.04. abends und zum Teil auch bis 24.04. morgens hier noch kämpfte. Und da besteht die Möglichkeit, dass diese Albert Verpoorten fanden und in einem Hauptverbandsplatz zuführten, von wo aus er dann bis nach Neubrandenburg verbracht werden konnte. Donc l'idée, naturellement, c'était de trouver ce fameux hôpital de Neubrandenburg où aurait été évacué mon père. De même que le fameux Landucci, qui était un ami à lui, quand quelqu'un a sauté dans le trou de mon père au moment où ça tirait dans tous les sens, qui a crié « le lieutenant Landucci est mort », personne ne sait s'il est vraiment mort. Donc lui aussi, il serait intéressant, faudrait-il avoir le temps, de continuer à fouiller pour voir si effectivement lui aussi n'aurait pas été évacué ailleurs. Enfin bref, la suite de l'histoire nous prouve d'ailleurs que il y a tellement d'inexactitudes dans les récits parce que les choses ne se passent pas toujours comme on peut l'imaginer, comme on le raconte. Of course you can ask many questions, but you will never get an answer because the documents were lost, the information is lost, the soldiers are dead and the witnesses are dead and you cannot find the witnesses, of course. It's not very easy. So that's a normal thing that I do every day to find informations other people wanted to find. I found out at an archive that this lazaret was established on the 26th of April or on the 25th. But the lazaret was established in this day when the Germans ordered to evacuate the city. So that means all members of this lazaret were still in the town and all these other German soldiers were already escaped towards Schwerin. That means all the members of this lazaret couldn't escape anymore and became prisoners of war or died there. Parallèlement à cette recherche à Neubrandenburg, on reviendra de toute manière, nous avons également essayé de trouver les endroits où il avait vraisemblablement été amené avant d'être évacué sur Neubrandenburg. Et nous sommes allés notamment à Brushoff, qui était le quartier général de la Légion en Wallonie à ce moment-là, où se trouvait d'ailleurs De Grelle, pour voir s'il n'existait pas là, en dehors des petits hôpitaux de campagne, puisque le front était à 80, 60, 100 km et bougeait tout le temps, s'il n'y avait pas de possibilité de trouver encore des traces. Et là, nous avons rencontré même une personne qui a été témoin de ce qui s'est passé à cette époque-là, qui était un jeune Allemand qui faisait partie des Hitlerjugend. Et comme son père était serrurier, grâce au fait qu'il était serrurier et que les Russes avaient besoin de gens comme lui ont plus ou moins l'ont gardé un peu comme un petit gamin qui les a aidés. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il explique dans son interview. Mais une fois de plus, nous n'avons rien trouvé là-bas qui aurait pu nous aider à identifier soit des cimetières, des lieux de dépouille ou quoi que ce soit. Nous avons d'ailleurs sillonné, en plus de celui-là, toutes les autres possibilités où il y avait des hôpitaux de campagne. Maintenant, il n'est plus possible de stopper l'avancée de l'armée soviétique. Die Stadt hat ja gebrannt nach dem Einmarsch der Russen. Nicht? Und ich war immer der Meinung, das ist durch Stieflieger passiert. Aber nachträglich haben wir jetzt festgestellt, dass noch in den Häusern Brandsätze von der deutschen Armee angesetzt wurden und die Häuser beim Rückzug, was nicht durch Flieger beschossen wurde, noch in Brand gesetzt wurden. Denn es gab ja den Befehl Nero, alles zu vernichten, was dem Feinde nützt.
Und es ist auch damals ein Durcheinander gewesen mit der ganzen Bestattung. Teilweise wurden die an Ort und Stelle beerdigt erstmal. Es waren ja keine Menschen hier, die beerdigen konnten. Und die haben ja hier tagelang gelegen, die mussten ja weg. Es musste ja wegen Seuchengefahr, es lag ja auch überall totes Vieh hier rum. Es war ja nicht bloß die Menschen. Nicht? Und die mussten erstmal beerdigt werden. Und dann kam nachher der Befehl, dass die alle eingesammelt wurden. Und die Russen kamen nach Prenzlau. In Prenzlau hat man einen russischen Soldatenfriedhof gemacht, auch in Löcknitz. Aber hier, die Deutschen wurden dann auf den Friedhof gebracht. Es gibt hier oben einen Soldatenfriedhof.